comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Je n'ai jamais laissé l'école se mêler de mon éducation. C'est avec cette citation de Mark Twain que Thierry Pardo nous accueille sur son site internet dédié à l'éducation des enfants en liberté. Une éducation pirate, pour reprendre son terme. Celle par laquelle les enfants grandissent et apprennent à leur rythme, librement et dans la vie. Une conception des apprentissages éloignée des bancs de l'école et de son enfermement. Thierry nous invite à prendre de la hauteur par rapport à l'évidence scolaire que notre société promeut. Je suis vraiment ravie de te recevoir, Thierry, dans le premier épisode du podcast À Cœur Joie. Bonjour Thierry. Bonjour, merci de l'invitation. Pourrais-tu te présenter et nous parler de ton parcours et de ce qui t'a mené vers cette notion d'éducation pirate ? Oui, en fait, c'est ça. Moi, je m'appelle Thierry Pardo. Je suis animateur BAFA, moi, au départ. C'est vraiment ça. Je suis vraiment animateur des classes vertes. C'est ça mon entrée dans le monde de l'éducation. Et à l'époque, les classes vertes, quand moi je les faisais, elles duraient 2 semaines, 3 semaines, ce qui fait qu'on avait vraiment l'occasion de faire plein de choses avec les enfants et notamment de ne pas passer beaucoup de temps en classe. En fait, quand ils venaient dans les classes vertes, ce n'était pas pour passer du temps en classe, donc on passait énormément de temps dehors. J'ai vu que finalement, en passant 1 heure ou 2, peut-être par semaine dans la classe, OK pour mettre des trucs sur des papiers de temps en temps, mais sinon tout le reste pouvait très, très largement s'apprendre en dehors de ça. Et donc, je me suis dit que quand j'aurai des enfants, je déciderai sans doute de préférer l'extérieur à l'intérieur des 4 murs d'une classe. Voilà, parce que donc moi, je viens de ça, puis finalement, de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec une maîtrise, un doctorat en éducation de l'Université du Québec à Montréal. Je me retrouve chercheur associé donc à l'UQAM, à avoir écrit une vingtaine de livres, dont la moitié sur ces questions d'éducation. Donc voilà, à force, tu sais ce que c'est, on commence par faire un peu de tout, et puis 20 ans, 30 ans plus tard, on a fait beaucoup de tout finalement. Ouais, ok. Et là aujourd'hui, du coup, t'en es où ? Tu habites où déjà ? Parce que je crois que t'es outre-Atlantique. Oui, je suis à Montréal et depuis 17-18 ans maintenant. Et j'en suis où ? C'est ça, je consacre mon temps à l'écriture, aux conférences, à l'échange, aux formations en ligne aussi. J'ai des formations en ligne pour les gens qui souhaitent être un petit peu accompagnés dans ce genre de démarches qui ne sont pas faciles parce qu'elles sont un peu à contre-courant. Et puis, et voilà. Puis, sinon, une part importante aussi des choses que je fais dans ma vie, c'est de prendre du temps avec mes enfants et être professeur d'aïkido aussi. Et tu compares l'éducation avec l'industrialisation de l'agriculture. Est-ce que tu peux développer ça ? En fait, je la compare effectivement avec l'histoire de l'agriculture. Mais disons que l'industrialisation, c'est une marche forcée que tous les domaines de la vie ont subi. Donc, on pourrait prendre là, j'ai pris l'agriculture parce que ça me paraît assez évident que bon, les choses se sont mises en place un petit peu à notre insu, sans qu'on se rende compte que finalement, les processus de fabrication, tout ça a été perverti. Nous, on ne savait pas. Et puis là, si je prends par exemple, avant, tu étais dans une ferme, tu avais un poulet, puis tu mangeais ton poulet, puis c'était ta grand-mère qui tuait un poulet une fois de temps en temps. Bon, voilà. Puis finalement, les gens habitaient en ville chez le boucher, mais chez le boucher, un peu comme ça se fait encore, mettons, au Maroc ou dans d'autres pays, tu vois, le boucher, il a ses poules derrière chez lui, là, dans sa cour, dans les villages, tout ça, c'est comme ça. Donc, tu vends un poulet, il va le chercher, quoi, il est encore vivant. Et etc. Puis finalement, on a commencé à aller dans les supermarchés, etc.
Et un jour, tu découvres que les poulets que tu manges, ben, en fait, c'est des animaux qui ont souffert toute leur vie, qu'on les a bourrés d'hormones, et qui sont les uns sur les autres, et donc il y a eu toute cette industrialisation qui s'est faite à notre insu. Et nous, c'est pas ça qu'on voulait, c'est pas comme vous voulez torturer des animaux, c'est pas. Mais on se retrouve à être un peu des salauds, si tu veux dire, de participer à un système sans trop savoir. Mm. Et bon, dans le monde de l'éducation, c'est un petit peu la même chose qui s'est passée, c'est-à-dire que les profs actuellement, ben, c'est pas des salauds, tu vois, mais Mm. n'empêche qu'ils participent à un système qui s'est vraiment industrialisé, quoi. C'est-à-dire que on pourrait très bien se dire que l'éducation, c'est fait pour les enfants et que c'est pour leur bien, qui sont au centre, tous les discours qu'on entend habituellement, hein, qui sont au Mm. centre du procès, du dispositif, etc., etc. Mais en fait, à l'arrivée, c'est quand même des enfants à qui on oblige de tenir des horaires industriels qu'on classe par date de fabrication, où il y a une négation des corps, il faut lever la main pour aller aux toilettes, etc. Mm. etc. Ce qui fait que finalement, cet endroit-là qui était a priori, waouh, super truc pour les enfants, pour qu'ils se développent, pour qu'ils sortent de l'enfermement familial, etc., s'est transformé en une sorte d'espace hors sol dans lequel finalement on est aussi en souffrance et il y a des suicides, des burn-out, etc. Enfin, et des enfants en dépression, en décrochage et tout ce qu'on veut. Tout simplement. Et en plus, maintenant en France, on a rendu l'école obligatoire depuis 2022, pas depuis Jules Ferry, c'est juste depuis 2022, depuis les Mm. lois Macron. Et Mm. voilà. Et donc, non seulement, alors c'est un espace obligatoire dans lequel les enfants sont en souffrance, mais il ne faut pas trop le dire, enfin, etc., etc. Donc, on se retrouve avec la même histoire que les poulets, quoi, un petit peu. Mm. Et les enseignants qui sont là-dedans et qui, eux, n'étaient pas rentrés évidemment dans cette profession pour faire souffrir des enfants. C'était pas ça leur but dans la vie. Mais quand même participent à quelque chose dans lequel les profs sont malheureux, les parents ne sont pas contents, les enfants crient de joie lorsque l'école est fermée parce qu'il y a une tempête de Mm. neige. Mm. Il y a quelque chose qui ne marche pas, tu vois, je veux dire. Mm. Il Mm. y a un truc, il y a un truc qui ne marche pas. Et donc, on s'est fait industrialiser, mais genre, on pourrait parler de la santé, on pourrait parler du travail, on pourrait parler de plein d'autres aspects. L'industrialisation du monde a pas fait, a fait le bonheur des marchands, quoi, mais pas des gens, quoi. Et tu dis que l'enfant, il apprend pas en jouant, mais que c'est parce qu'il joue qu'il apprend. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi à ce sujet? Oui, ben, ça, c'est l'erreur fondamentale de beaucoup d'éducation et beaucoup d'éducation alternative, notamment. C'est-à-dire que, évidemment, les gens aiment jouer, les enfants en particulier aiment jouer. Moi, j'aime jouer, on fait plein de jeux de société avec les enfants, etc., avec mes enfants. Donc, on en a même créé en voie d'édition. mais, mais voilà, donc on aime jouer, les gens aiment jouer, il y a des jeux télévisés, enfin, le jeu fait partie des plaisirs de la vie, quoi. Alors, quand on a un truc un peu pénible à faire passer à, à des enfants et qu'on veut leur imposer du savoir qu'ils n'ont pas demandé, et qu'on cherche une motivation qui est très difficile à trouver puisque ça répond à des questions que les enfants ne se sont pas posées. Donc, forcément, ça n'a pas trop d'intérêt sur le moment. Alors, on va clowniser, en fait, ce moment un peu Mm. difficile en disant, ouais, ne vous inquiétez pas, on va faire un jeu. Et donc, tu as plein d'éducateurs qui disent, non, non, mais nous, vous inquiétez pas, chez nous, l'approche, elle est ludique. Moi, quand on me Mm. dit ça, je pars en courant, si tu veux. Ça veut dire qu'en gros, il y a un truc un peu pénible à faire, mais vous inquiétez pas, on va faire croire que c'est pas pénible. Alors évidemment, c'est toute une perversion. Tu as la même chose avec le mot projet, on pourra y revenir, mais en fait, les enfants jouent, ça c'est la base dans la vie, les enfants jouent, c'est leur accès, c'est leur médium en fait, d'accès au monde, en fait, de jouer. Ils jouent au papa, à la maman, ils jouent à plein de trucs, ils Mm. jouent aux grands, en fait. Mais voilà, donc ils ont un accès au monde par le jeu. Et parce qu'ils jouent et parce qu'ils font des cabanes, ils vont apprendre à couper des planches, à faire des nœuds et des ficelles, à planter des clous. Ils vont apprendre à faire les règles de vie de la cabane. Ils vont apprendre à travailler ensemble. Et parce qu'ils jouent, ils développent un certain nombre de capacités, de compétences, etc., etc. Mm. Et c'est en jouant que finalement on apprend à vivre. Et non pas, on a des trucs pénibles que personne n'a jamais demandé,
mais vous inquiétez pas, on va vous faire passer la pilule avec le jeu. Le projet, c'est la même chose. Quand vous avez un projet, les gens, ils font des projets, ils ont des projets d'enfants, ils ont des projets de voyage, ils ont des projets de maison, ils ont des projets... Sauf qu'ils peuvent débarquer à n'importe quel moment de cette logique de projet. Ils peuvent abandonner ce projet quand ils veulent. Ils avaient prévu de partir en voyage, finalement, ils n'y vont plus, etc. Là, dans les écoles, on dit, ah oui, non, mais chez nous, on fait une pédagogie par projet. Donc, les enfants, chez nous, peuvent faire leur projet pour déguiser qu'en fait, les enfants doivent faire leur projet. Ça, ils ne peuvent pas ne pas faire de projet. Mmh. Et donc, par rapport à ça, on va utiliser quelque chose qui avait une résonance positive pour encore faire passer des trucs que personne n'avait demandé, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup d'éducateurs qui passent leur temps à pervertir, en fait, des choses positives pour arriver à faire passer des trucs moins rigolos, quoi. Mmh. Justement, tu mets l'accent sur la liberté de l'enfant dans ses apprentissages et ça Mhm. passe selon toi par la liberté, du corps. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, si on suit, le parcours scolaire classique, on passe de nombreuses années assis sur une chaise et là, donc tu parles d'oppression écologique. Est-ce que tu peux nous Mhm. dire ce que tu entends par là? Oui, ben, en fait, euh, pour revenir juste d'abord sur l'oppression des corps, en fait, c'est une négation des corps. C'est aussi bête que ça. Je veux dire, c'est-à-dire qu'un corps, vous, moi, n'importe qui, il y a des couches tôt, des lève tard, des couches tard, en fait, etc. Donc ça, on a des rythmes chronobiologiques. C'est une négation des rythmes chronobiologiques. Et la prof, elle a beau accueillir les enfants en faisant une danse javanaise, en disant hey, regardez comme la prof est cool, elle accueille les enfants en dansant. N'empêche qu'elle ne veut pas savoir sur quelle guerre repose cette joie de l'accueil, parce qu'il faut que tous les enfants soient là à 8 heures. Et qu'avant ça, les enfants, on leur a dit dépêche-toi, tu vas être en retard, allez, debout, allez, qu'est-ce que tu fais, t'es pas habillé, tu vois, etc. Mmh. Donc il y a une négation des corps, il y a une négation du sommeil, une négation de l'envie de bouger. Un enfant, même pas de l'envie, mais du besoin de bouger. Un enfant entre 8 et 12 ans a une capacité de récupération qui est supérieure à un athlète de haut niveau. On l'a tous expérimenté, on vient de faire une partie de je ne sais pas quoi avec nos enfants, on a couru partout, les adultes, ils sont rincés. Et là, les enfants, ils se reposent 5 minutes, ils disent, bon, allez, on continue, on Mmh. fait la deuxième manche. Mmh. Alors que les parents ne peuvent plus. Donc ça c'est une négation des corps. Une fille de 12 ans, alors ça va être vrai dans le monde du travail, hein, je veux dire, qui est réglée pour la première fois et qui vit ça de façon un peu, comment dire, pas forcément difficile, mais enfin, moi je ne suis pas passé par là, je suis un garçon, mais en tout cas, je sais que c'est pas forcément le fun la première fois que tu te C'est demandes une s'ils arrivent étape. un peu. Mmh. Ouais, c'est ça. Mais tu peux pas dire, ouais, mais là, je vais pas aller à l'école cette semaine parce que, tu vois, j'ai ça à vivre. Mmh. Mmh. Etc. Donc, ces moments où, parce que tu as passé une nuit, que tu n'as pas dormi de la Mmh. nuit pour X raisons, etc. Donc, c'est une négation. Moi, j'ai toujours eu faim, et c'est encore le cas, hein, parce que ça, c'est chronobiologique aussi, c'est inscrit dans les gènes. Moi, j'ai faim à 11 heures le matin. C'est quand je suis tout seul à la maison, ma conjointe, on mange à 11 heures et on mange à 5 heures. C'est les horaires du Québec, c'est parfait. Quand j'étais en France, c'était l'enfer. Donc, moi, je mangeais en classe et j'ai passé ma scolarité à me faire punir parce que j'avais faim, en fait. Donc, Mmh. c'est vraiment une négation des corps, mais donc des mouvements, des sommeils, de l'activité du cerveau, de l'activité digestive, de l'activité Des rythmes hormonale, biologiques. des rythmes chronobiologiques. Mmh. On est un magasin d'horloges chronobiologiques, en fait, chaque corps que nous sommes. Donc, enfin Mmh. bref, il y a une négation de tout ça. Donc, à partir de là, tu peux pas mettre ce dispositif en place et dire que c'est pour le bien de l'enfant. Mmh. C'est juste incompatible, en fait. C'est aussi bête que ça. Voilà. Et donc, l'oppression écologique, elle est dans le fait que notre environnement, notre écologie, c'est fait de temps et c'est fait d'espace. Et donc, il y a une violence sur le temps, c'est une violence sur le corps, c'est une violence sur l'espace aussi. C'est-à-dire que dans un enfant ne choisit pas, je fais souvent cette litanie de dire qu'un enfant ne choisit pas le fait d'aller à l'école, il ne choisit pas son école, il ne choisit pas le rythme des vacances, il ne choisit pas le rythme de la semaine, il ne choisit pas le programme, il ne choisit pas les horaires, il ne choisit pas sa place, il ne choisit pas sa classe, ni ses Mmh. condisciples, ni ses profs, ni son programme, ni les méthodes d'enseignement, ni le fait d'être évalué, ni quand il va être évalué, ni la couleur du stylo avec laquelle il devra remplir cette évaluation. Il ne choisit Mais on lui fait absolument croire rien. que c'est normal, ce non-choix. On lui fait croire que c'est tout à Ah fait oui, normal et que ça le absolument. prépare à la vie adulte. Alors ça le prépare à certains types de vie adulte, oui. La vie industrielle, on y revient. C'est ça. C'est Mmh. ça. Alors, ça le prépare à cette idée aussi bête, mais aussi puissante que
que c'est quelqu'un qui te dit quand c'est que tu dois être assis, quand est-ce que tu dois être debout, quand est-ce que tu peux sortir, quand est-ce que tu dois rentrer. Et une fois que pendant 15 ans, tu as enregistré finalement que ce n'est pas à toi de décider de ces choses-là, eh ben, tu es tout à fait prêt à aller travailler dans le monde industriel, il n'y a aucun problème. Et Mais bizarrement, il y a un instinct de survie souvent qui fait qu'après, tu arrives en consultation chez le psy c'est ça. quelques années après parce que tu te rends compte que finalement, tu as été conditionné à faire quelque chose qui ne te plaît pas. Alors, où c'est encore plus pervers aujourd'hui, parce que là, tu vois, là, je te parle de l'école de mon époque. Aujourd'hui, il y a ça, mais il y a une deuxième couche qui est encore plus perverse, en fait. C'est que maintenant, on te fait croire que c'est toi qui as décidé ça. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une discipline, tu vois, où on t'imposait cette discipline et donc tu étais puni quand tu ne la suivais pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de discipline, il n'y a que du vivre ensemble. Tu vois. Il n'y a plus de punition, c'est du rattrapage, etc. etc. Il n'y a plus de... Alors, tu sais, on va te dire, mais comme dans toute bonne entreprise, mais alors c'est quoi tes objectifs cette année? Nous, c'est un running gag à la maison, tu vois, on a fait le jour de l'an avec mes enfants. J'ai dit, alors c'est quoi votre objectif cette année? Ils étaient morts de rire, tu vois, parce que c'est-à-dire qu'on te fait croire que c'est tes objectifs. Tu vois. Or, c'est jamais tes objectifs. Tu vois, pour faire une petite parenthèse, moi j'avais travaillé dans une association à un moment donné, puis la directrice qui sortait vraiment de ces grandes écoles de management de la belle réussite industrielle et qui nous dit alors c'est quoi votre objectif pour l'année? Moi j'étais responsable pédagogique, alors je dis ben moi vraiment, mon objectif c'est de m'occuper de mes enfants, c'est de passer vraiment beaucoup de temps avec mes enfants. Elle avait dit non, me dit par rapport au travail. Ah, je dis, ah oui, par rapport au travail, ben, finir de payer ma voiture parce que c'était un travail qui était loin, j'avais dû acheter une voiture, parce que ça me pèse un peu de devoir avoir ce crédit sur la voiture. Elle me dit non, non, mais à l'intérieur du travail. Ah oui, à l'intérieur du travail, alors une meilleure répartition des pouvoirs, qu'on ait des décisions collégiales, que les salaires soient mieux répartis. Ça, c'est bon, ça, à l'intérieur du travail, ça. Et, et, et en fait, elle ne s'attendait pas du tout à ce genre de réponse, donc la réunion avait avorté ça. Parce que ce qu'elle attendait à dire, oui, je veux développer de 20% la clientèle, tu vois, etc., etc. Mais ça, c'est pas mes objectifs. À quel moment c'est mes objectifs? Et alors, les enfants, moi, à l'école, mes enfants sont dans une école alternative aujourd'hui, et on les fait travailler là-dessus. Donc, eux ne remplissent jamais ce genre de bêtises. Et ils savent pourquoi ils ne le remplissent pas. Voilà. Donc, on leur fait croire qu'il y a une répartition des pouvoirs, que c'est eux qui l'ont décidé, que c'est eux qui l'ont choisi. Et donc, c'est encore plus pervers quand le prof à l'ancienne te mettait des gifles, tu vois. Parce que là, il y avait une autorité, il y avait une répression, il y avait quelque chose. Alors là, tu savais contre quoi lutter. L'ennemi était nommé. Mais alors là, il n'y a plus d'ennemi. Là, d'un coup, c'est toi contre toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment... Et toute cette perversité du monde du travail, en fait, comment dire, c'est photocopié quasiment mot pour mot dans les écoles. Et du coup, quels sont pour toi les besoins de l'enfant dans tout ça qui sont effectivement absolument pas pris en compte, mais quels sont-ils pour toi dans son développement, dans ses apprentissages? En gros, si tu veux, je comprends la question, mais je la poserai un peu différemment. C'est-à-dire que, en fait, un enfant, est-ce qu'un enfant ne rit jamais à l'école? Non, c'est pas vrai qu'il rit jamais. Est-ce qu'un enfant ne court jamais quand il est à l'école? Non, il court à des moments. Est-ce qu'un enfant, il joue jamais? Non, il y a des moments où il joue. Est-ce qu'un enfant ne se déguise jamais ou fait jamais de théâtre ou fait jamais... Non, c'est pas vrai. Il y a des programmes de théâtre où on peut se déguiser, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tout ça se fait toujours par autorisation de l'adulte. Par programmation et autorisation de l'adulte. Donc un enfant ne peut jamais ni chanter, ni rire, ni danser, ni parler, ni là, sans autorisation de l'adulte. Donc c'est pas tant le besoin en tant que tel qui n'est pas respecté, comment dire, au sens, on ne pourrait pas dire qu'un enfant ne parle jamais quand il est en classe, mais il parle toujours sur autorisation. Et c'est ça qui n'est pas respecté, en fait. C'est cette hiérarchie qui est imposée à l'enfant. Donc, effectivement, l'enfant... alors, quand tu visites une école, c'est pour mettre tes enfants, une école alternative ou autre, on va te dire, regardez, les enfants, ils ont aménagé la cour, les enfants, ils ont fait ça, ils ont décoré le truc, ils ont fait là. L'an dernier, ils ont monté une pièce de théâtre. Nanana. Donc, oui, ils le font, sur autorisation. Puis, ce que je veux dire, comment dire, un enfant qui est grandi librement,
effectivement, là aussi, c'est-à-dire qu'il devrait apprendre à gérer sa spontanéité. Je sais pas, on est en train de faire un jeu de société, et puis là, d'un coup, il décide, lui, de monter sur la chaise et de chanter n'importe quoi. Mm. Eh ben, tu sais, ses copains de jeu vont lui dire, attends, qu'est-ce que tu fais là, on finit la partie, tu chanteras après si tu veux, mais là, on fait ça. Donc, ça ne veut pas dire que finalement, ce que j'aimerais voir, c'est des enfants qui font tout, n'importe quoi, à chaque fois que ça leur passe par la tête. C'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est qu'il y a des régulations naturelles qui se font quand on vit en groupe, quand on vit dans une société où on n'est pas classé par date de fabrication sous une autorisation hiérarchique, quoi. Mm-hmm. De la même façon que, je sais pas moi, tu vois, tu peux avoir des discussions, et puis tu sais, des fois déborder ou avoir des mots qui vont plus loin que ta pensée, mais si t'es entouré d'amis, ils vont te réguler, tu vois. Je veux dire, attends, tu peux pas dire ça, tu vois. Ça veut pas dire que tu parles sur autorisation, ça veut dire que tu vas te situer dans la vie telle qu'elle est, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et c'est complètement différent, quoi. C'est des apprentissages dans la vraie vie, comme on dit. Ben oui, et c'est pareil. Avec une vraie socialisation, parce qu'on nous parle souvent de la socialisation qu'il y a à l'école et qu'il n'y a pas dans la vie, ce qui est quand même assez grotesque. Drôle, ouais. mais c'est tenace, cette idée. Donc, si tu peux nous en parler un petit peu d'ailleurs. En gros, bon, on va prendre les choses à la base, c'est que l'école à la maison, ça fait partie de ces choses dont les gens ne connaissent absolument rien, mais se croient autorisés à tout dire. Donc, la discussion que tous les parents qui font l'école à la maison ont eu des milliers de fois, c'est que on va te dire, tu vois, par exemple, à 8h01, on va te dire oui, mais ça, non, mais c'est n'importe quoi l'école à la maison, parce que tu sais, tu peux pas tout enseigner à ton enfant, et puis tu sais, comment il fait pour se faire des amis, et puis comment il se socialise, et puis où est-ce qu'il va apprendre les choses, et puis si un jour il va aller à l'université, tu vois, etc. Donc ça, c'est à 8h01. À 8h01 et 30 secondes, tu réponds. Donc, en fait, on t'explique que c'est une éducation au rabais, en fait. Donc, à 30 secondes après, tu réponds non, mais en fait, nous, on voyage, on a fait 2 fois le tour du monde, on est parti en voilier, là, on va travailler dans une ferme pendant 2 mois, puis ensuite, on revient pour suivre des ateliers de mécanique, et puis il va suivre des cours de programmation avec je sais pas quoi. Et là, donc, on est à 8h02, 30 secondes après ta réponse, la personne te dit non, mais ça, c'est un truc de privilégié, attends, tout le monde ne peut pas faire ça. Tu vois, voilà. Donc, à 8h01, t'expliquais que c'était une éducation au rabais, qui valait rien, qu'il fallait vraiment pas faire ça. À 8h02, il t'explique que c'est un truc de privilégié. Donc, tu vois, ça, là, cette discussion-là que je caricature, mais à peine, tu vois, on l'a tous eu. Alors, dans les running gags, parce qu'on est rendu là, il y a la socialisation, tu vois. Il y avait une association américaine, tu vois, qui avait fait des t-shirts, et tu voyais une maman qui disait oh, j'ai oublié de socialiser mes enfants. Et voilà, juste voilà, avec ça, ben voilà, on vient de clore le sujet, tu vois. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, voilà, donc bon, quand on fait des réunions de parents, des écoles maison et tout ça, alors la socialisation, ça se passe bien, c'est un gag, tu vois. Entre nous, c'est un gag. Oui, bah oui. Voilà. C'est en fait s'inquiéter de la socialisation de ceux qui ne sont pas classés par date de fabrication dans des endroits fermés sous l'autorité de quelqu'un qui contrôle absolument tout ce qui va se passer dans cet espace clinique. C'est quand même un peu curieux. Le truc, c'est que quand on disait ça il y a 20 ans, bon, aujourd'hui, c'est extrêmement documenté, tout ça. Donc si tu veux, c'est comme... Bon, en plus, tu sais, la socialisation, c'est pas qu'une histoire de quantité, c'est une histoire de qualité. C'est-à-dire que tu as beau avoir 5000 amis Facebook, le jour où il faut déménager, tu vois. Bon. Voilà, donc c'est pas une histoire... Parce qu'effectivement, si c'est une histoire de quantité, alors là, rien ne peut battre le lycée, le collège, où tu es 400 sur 500 mètres carrés, tu vois. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, en termes de qualité, tu vois, par exemple, quand tu fais une sortie escalade avec des enfants qui ont tous le même âge, il y a forcément un concours comparaison, il y a forcément une moquerie, il y a forcément... Quand tu fais une sortie escalade avec des enfants entre 3 et 17 ans, ça n'existe pas, ça, parce que c'est pas celui de 17 ans qui va aller achaler, comme on dit au Québec, celui de 5 ans en lui disant t'as vu, je joue quand même un peu mieux que toi. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc c'est pas une histoire de quantité, la socialisation, c'est une histoire de qualité. Donc tout ça, bon, bref,
etc., Oui. etc. On pourrait, enfin, comme je dis, c'est presque devenu dans nos milieux presque un non-sujet tellement Oui, bien sûr, il y aurait des choses à... dans nos milieux, mais c'est ça Ouais, qui est intéressant, c'est de justement s'adresser aussi à un public, tout à qui fait, tout à fait. ne sait pas ce qui se passe de l'intérieur et le premier truc, enfin, c'est et la socialisation. Ce qui va nous perturber un petit peu là-dedans, c'est qu'on se retrouve finalement à devoir toujours débattre, si tu veux, avec des gens qui, qui découvrent le sujet. Alors évidemment, on ne peut pas, comment dire, on peut pas en vouloir aux gens de ne pas être au courant de ces sujets-là. Mais si tu veux, euh, euh, comment dire, c'est que si tu n'es pas au courant, tu vois, quelqu'un qui ne sait pas jouer de la contrebasse, il sait qu'il ne sait pas jouer de la contrebasse. Tu vois, il ne va pas commencer à donner des conseils. Tu vois. Je Mmh, veux dire, mmh, bon, mmh, voilà, mmh. quelqu'un qui ne connaît rien à l'école maison, sauf que l'éducation, évidemment, tout le monde a son idée sur l'éducation. Donc tout le monde se croit autorisé à faire des commentaires, donner des conseils et à parler de choses voilà, Mmh. dont ils n'ont aucune Et ce idée, qui mais mmh, ils ne savent mmh. pas qu'ils n'ont aucune idée. Quoi. C'est ça le Et ce truc. qui est intéressant, c'est que, j'en parle beaucoup en ce moment, c'est, vu que c'est ce qu'on a connu, en fait, même si ça a été source de souffrance, ça demande tellement de déconstruire ça. C'est tellement on Mhm. est tellement dans une société qui est absolument centrée autour de l'école. Oui, c'est sûr. C'est En France, mais en France, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. Hein. En fait, ah oui? eh ben oui, parce que, en fait, bon, si j'ai 5 minutes pour faire un petit Vas-y. rappel historique, on parle de l'école, les lois Jules Ferry, 1880. En fait, c'est pas ça la vraie date de fondation de l'école. La vraie date, c'est 1870, en fait. C'est vraiment les 10 ans avant, quand on se fait taper par les Prussiens, en fait. Mmh. Et on se rend compte de deux choses l'une, que à la fois les Prussiens, ben, c'est les Prussiens, alors que les Français, c'est pas les Français, c'est les Occitans, les Corses, les Bretons, etc. Et deuxièmement, que les Prussiens, ils parlent prussien, et que Mmh. les Français, ils parlent Corse, Occitan, Breton, etc., etc. Donc les gens se sont dit non, là, on va pas y arriver. Quoi. Et donc on va, et donc la France va se construire, se constituer autour alors, on n'est plus autour de l'Église, plus tout à fait, même s'il y a encore beaucoup de débats, parce qu'il y a eu la Révolution quelques années avant, presque 100 ans avant, mais par contre, on est autour de la mairie et on est autour de l'école. Donc, c'est vraiment ça qui va constituer. D'ailleurs, c'est le seul pays au monde, tu vois, en tout cas, je ne connais pas tous les pays, hein, les pays que je connais, où l'attachement à la faute d'orthographe, et qui n'est pas une erreur, qui est une faute au sens moral du terme, et tu vois, on va te corriger en public parce que tu as dit un truc pas comme il faut. C'est le seul pays tu vois, au Canada, il y a 2 langues officielles, donc il faut que Mmh. les hommes politiques parlent les 2 langues. Mais il y en a qui sont anglophones d'origine et qui apprennent à parler français Mmh. uniquement pour pouvoir se présenter aux élections, mais ils ont un français très pauvre en fait. Hein. Ils font énormément d'erreurs, il y a 3 erreurs par phrase, mais personne ne s'amuse à les corriger. En fait, du moment qu'on a compris, c'est ça qui nous intéresse. Mmh. Donc, alors que ce serait tout à fait impossible que quelqu'un qui se présenterait aux élections en France et qui ne parlerait pas un français impeccable serait disqualifié, mais au bout de 2 phrases. Quoi. Voilà, donc en France, il y a vraiment cette logique morale. Donc l'école s'est construite comme un projet de société à laquelle tout le monde devait adhérer, etc. Alors là, on se retrouve dans un autre truc, quand on parle d'école maison, c'est que c'est un peu comme si on n'adhérait pas finalement au projet, aux valeurs, à la destinée de la République. En fait. C'est comme si on était anti-républicain, d'où la loi Mmh. de Darmanin et tout ça, qui est dire la loi pour renforcer les valeurs de la République, etc., etc. Euh, donc c'est ça, c'est que être en dehors de l'école, c'est être anti-républicain. Donc en France, c'est encore pire qu'ailleurs, parce que ces notions de république comme religion quasiment. C'est pas, t'as pas ça au Canada, t'as pas ça aux États-Unis, t'as pas ça ailleurs. En fait. Donc voilà, donc c'est non, la France c'est compliqué pour ça. Et l'autre phénomène autour de ça, c'est que quand tu dis à quelqu'un que donc toi tu vas pas à l'école, que tes enfants ne vont pas à l'école, c'est que quelque part tu t'accordes des libertés. Un,
que la personne à qui tu parles, le parent à qui tu parles, on lui a jamais accordé, il se l'est jamais accordé à lui-même, il l'accorde pas à ses enfants. Et donc, les libertés qu'on s'accorde et que les autres ne s'accordent pas sont toujours un peu suspectes, en fait. Voilà, c'est toujours ça. C'est la toute forme de marginalité est toujours un peu suspecte. Mmh. Mmh. Donc, on lutte contre tout ça. Tu vois, quand tu parles d'école maison, on lutte contre l'histoire, contre l'attachement des Français à la République, on lutte contre cette espèce d'évidence scolaire. Les 90% des Français répètent, moi j'écoute beaucoup France Culture, tout ça, mais l'école laïque, gratuite, obligatoire, tu sais, du Jules Ferry. Non, c'est pas l'école qui était obligatoire, tu sais, mais ça, tu vois, voilà, bon, ben ça, en fait, quand Macron a fait passer sa loi, le terreau était déjà prêt, parce que déjà tout le monde croyait que c'était obligatoire, donc il n'y a pas eu trop à forcer, quoi. Voilà, donc on est effectivement, on est dans ces difficultés-là, donc effectivement, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut faire preuve de pédagogie, y compris auprès de ceux qui croient savoir et qui ne savent pas. Oui, il y a beaucoup de choses à déconstruire en fait. Moi, comme beaucoup, hein, je suis allée à l'école et c'est vrai qu'on a tendance à penser que, bah, qu'en dehors de l'école, Point de voilà, salut. point de salut, c'est ça, c'est vraiment Mais, ça. et de salut, tu vois, au sens religieux du terme. Ouais. D'ailleurs, Darmanin avait dit, il y a quelque chose, quand les profs ont fait les grèves pour corriger les trucs du bac, tu sais, il dit, il y a quelque chose de sacrilège qui a été accompli. Tu vois. Blanquer, il avait dit ça, tu vois, sacrilège, c'est le rapport au sacré, tu vois. Donc. Et oui, en fait, là, il y a je pourrais faire deux profils types, tu vois. Il y a les gens, je ne sais pas si c'était ton cas, mais qui étaient des bons élèves, tu vois. Si. Alors c'est ça. Alors moi j'ai toujours été un cancre, tu vois. J'ai beau avoir un doctorat aujourd'hui, j'ai toujours été un mauvais élève, y compris un doctorat, tu vois. Donc, alors pour nous, les mauvais élèves, la vie est beaucoup plus simple, si tu veux, parce que on n'y a jamais cru. Tu vois. On a dans les spirales, tu vois, qui vont d'un côté où tu vas avoir les bonnes notes, les félicitations, les encouragements, les bourses, tu vois, etc., les prix, etc. Bon, là. Ou la spirale nous on était dans l'autre spirale qui était la punition, la colle, le renvoi, la disqualification, le redoublement, tu vois, etc. Donc si tu veux, si tu as un minimum d'amour propre et que tu penses que tu n'es pas trop, tu vois, à jeter à la poubelle et que tu peux avoir quand même malgré tout quelques qualités, tu as été obligé de développer, tu vois, en parallèle ces qualités. À l'école, tous les grands, on a été obligés de ne pas croire au système, on a été obligé de tricher, on a été obligé de faire tout un tas de choses qui n'étaient pas légales à l'école, etc. Parce qu'il fallait qu'on survive et on était en milieu hostile. Mais ceux qui ont été des bons élèves et qui n'étaient pas en milieu hostile, qui étaient au contraire, tu vois, par exemple, quelqu'un qui a des facilités, tout simplement, à l'école, c'est pas très compliqué d'avoir des facilités, il faut avoir une bonne mémoire et la capacité à se conformer, en fait. Voilà, c'est à ça suffit. Et donc, quelqu'un qui va faire ses devoirs, tu vois, en 15 minutes, et puis il y en a d'autres, ils vont passer la fin de semaine harcelés par leurs parents, dire t'as fait tes devoirs, et qui vont pas y arriver parce qu'ils comprennent rien, etc. Et finalement, c'est celui qui a la bonne note qui va avoir un prix, une bourse, une récompense, je sais pas quoi. On va lui dire tu vas être récompensé pour tes efforts, tu vois, on te récompense pour tes efforts, alors que et au bout d'un moment, tu finis par l'intégrer, que tu sais, dans la vie, il faut faire des efforts, regarde moi à l'école, tu vois, etc. Alors qu'en fait, je ne faisais pas tant d'efforts que ça. En tout cas, peut-être moins que d'autres qui en faisaient beaucoup plus et qui avaient beaucoup moins de bons résultats, tu vois. Donc, alors c'est ça, tu vois, ça construit tout un univers, en fait, tout un paradigme de la réussite, de la récompense, de l'effort, de la méritocratie, de je ne sais pas trop quoi, qui font que finalement, on est pris avec ça. Et quand on a nos propres enfants, eh bien, il faut se débarrasser de ce sac à dos-là qui est énorme. Alors que les mauvais élèves, ils n'y ont jamais cru. Donc, c'est beaucoup plus simple. Tu sais, moi, dans les conférences que je donne un peu à travers la francophonie, les gens souvent qui m'émeuvent le plus, c'est quand il y a dans l'auditoire des grands-parents, tu sais, et tu vois, qui viennent souvent parce qu'ils ont des petits-enfants et ils viennent souvent avec leurs propres enfants à eux. Tu sais. Et des fois, enfin, ça arrive assez souvent qu'ils viennent me voir un peu la larme à l'œil en me disant, mais
on savait pas, tu sais, que c'était possible. Mmh. On, tu Mmh. sais, on se posait pas la question. C'est avoir su, on n'aurait pas fait ça comme ça, tu sais. Mais nous, on faisait de notre mieux. Alors, c'est sûr qu'il y a cette logique de loyauté, mais on peut pas en vouloir à des gens qui ont fait de leur mieux, quelle que soit la définition de leur mieux au moment où on parle. Mm. Pour pouvoir libérer mes enfants de l'école, moi, je me suis libéré du travail, en fait. Donc, on s'est Mmh. libéré de la. Et donc, mes enfants, pendant que j'ai eu mes enfants, j'ai passé ma maîtrise, mon doctorat, j'ai écrit une quinzaine de livres, on a voyagé partout dans le monde, je me suis empêché de rien, en fait. Je l'ai Mmh. fait avec les enfants. Et tout Mmh. le temps en donnant une grande place aux enfants, en leur donnant la plupart du temps, même quasiment à chaque fois, la priorité. Donc ça n'a pas empêché que les enfants fassent plein de choses aussi. Ils ont été bénévoles à les festivals de la BD, ils ont suivi des cours de gym, de piano, non pas de piano, mais de banjo. Mes enfants, ils Mmh. jouent du violon, du banjo, du ukulélé. Enfin, genre, ils Mmh. font plein de trucs. Et ils ont fait le théâtre d'improvisation. Ils ont fait plein de trucs. J'ai fait plein de trucs. On a tous fait plein de trucs. Et donc, c'est juste qu'il faut réinventer la vie qui va avec. C'est ça qui est beaucoup plus compliqué parce que, disons que se sacrifier pour ses enfants, on comprend l'idée et ça donne pas trop envie. Alors que dire non, non, on se sacrifie pas. Tu sais, les familles qui partent en voilier, les familles qui partent. Donc, ils font pas. Les parents se sacrifient pas pour leurs enfants. Et on vit des choses ensemble. C'est comme quand on part en voyage avec nos enfants. On se sacrifie pas pour nos enfants pour leur faire un voyage. On part en voyage en famille, quoi. Donc c'est vraiment, c'est très enthousiasmant pour les enfants. Et évidemment, on a la joie en tant que parents de les voir grandir, de les voir évoluer tous les jours, etc. Mais en plus, c'est très enthousiasmant. On grandit avec nos enfants, c'est enthousiasmant pour l'adulte qui les accompagne. Donc Oui. c'est vraiment un Mmh. projet familial en fait, qui n'a pas le choix que de rendre tout le monde heureux, parce que sinon, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit un des parents, peu importe, si quelqu'un n'est pas heureux là-dedans, ça ne va pas durer longtemps. À un moment donné, il y Mmh. a quelqu'un qui va sonner la sonnette Mmh. d'alarme et qui va dire non, ça ne va plus, là, moi je ne peux plus. Donc, Mmh. donc on est libre et heureux ensemble ou personne ne l'est. Tu vois, c'est pas un gâteau à partager, il n'y a pas des parts équitables à faire, c'est pas comme ça. On est Mmh. tous dans la piscine ou on l'est pas, quoi. Voilà. Et donc, je pense que c'est aussi important de pouvoir présenter cette façon de vivre, cette façon d'être, avec donc les gens qui connaissent pas ce projet-là comme quelque chose de joyeux, en fait. L'enfance de nos enfants, c'est maintenant, quoi. Donc, Ouais. Mmh. c'est pour ça que souvent, une autre critique qu'on entend souvent, c'est de dire oui, mais plutôt que de faire du sauve qui peut, toi et tes enfants, tu ferais mieux de lutter pour l'amélioration de l'école pour tous, etc. Mais le problème, c'est Ouais. que en tant que citoyen, oui, en tant que parent, on n'a pas le temps. Tu sais, en tant que Mmh. parent, l'enfance de nos enfants, c'est maintenant. C'est ça. Donc, Mmh. donc, donc, c'est maintenant qu'il faut vivre les choses. Quand je serai, tu vois, plus vieux, que mes enfants seront partis vivre leur vie, je sais pas où, à la limite, ça me dérange pas Tu de pourrais créer une continuer la école. lutte. Ouais, ouais, de continuer la lutte de cet aspect-là. Mais si tu veux, mais Mmh. là, l'enfance de mes enfants, c'est maintenant, quoi. Mmh. Donc, ouais, 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 donc ça fait, tu sais, les gens pensent que c'est quelque chose d'un peu égoïste, en fait, mais c'est pas tant que c'est égoïste, c'est que c'est maintenant ou jamais. Donc, Mmh. moi, tu sais, moi, je prends aussi souvent l'exemple, tu sais, quels parents, tu sais, parce que il y a ceux qui pensent que c'est une mauvaise piste éducative, et puis d'autres qui pensent que c'est un truc de privilégié. Mais Mmh. ça aussi, c'est encore un truc bizarre, tout simplement parce que il y a des enfants qui partent pas en vacances, d'accord? Mmh. On le sait, Mmh. qui Mmh. partent jamais en vacances. Bon, il y a des enfants qui partent en vacances. Quel parent se dit: «Non, non, mais moi, j'emmènerai pas mes enfants en vacances tant que tous les enfants de la terre partiront pas en vacances parce que, ce serait égoïste de le faire et de pas». Tu sais, il faut penser à ceux qui ont pas la chance de partir en vacances. Mmh. Il Mmh. y a il y a personne qui dit ça. Et tu sais, effectivement, tu peux trouver malheureux, tu vois? Mais Mmh. si tu peux le faire, tu vas le faire. Donc là, c'est pareil. Oui. Donc si tu as du temps si tu peux t'organiser pour passer du temps avec tes enfants et grandir avec eux, eh ben, tu vas le faire, tu vois? Bon, dans tous les cas, je crois que de toute façon, c'est sujet à beaucoup de préjugés et de critiques, quels qu'ils soient, en fait. Bizarrement, ça fait l'objet de voilà, de beaucoup d'idées, Ouais, préconçues. précoce, bien sûr, mais je te dirais que c'est
moi j'appelle ça le syndrome du végétarien. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu changé, parce que c'est un peu plus rentré dans les mœurs, mais il y a 20 ans, un végétarien, à chaque repas, il devait expliquer pourquoi il était végétarien. Mm. Et alors que celui qui mangeait de la viande, lui, avait jamais à se fendre d'une demi-syllabe, tu vois, moi j'ai habité 10 ans dans un camion, tu vois, donc j'ai pas eu d'adresse pendant 10 ans. À chaque fois, mais alors comment ça se fait? Et moi je disais aux gens, mais pourquoi tu habites dans un appartement? Tu t'es posé la question, tu sais, est-ce que t'as trouvé ça? Ou c'est juste parce que, tu sais, finalement, tu trouves ça là, tu sais, tu t'es jamais posé la question, tu sais. Parce que pose-toi la question, c'est pas forcément, tu sais, en fait, tu pourras habiter sur un bateau, tu pourras habiter dans un camion, dans une yourte, dans des tipis, en forêt, en communauté, tout seul, tu sais, il y aura 1000 façons de vivre. Mais toi, comme tu t'es pas posé la question, tu habites dans un appartement au milieu de tout le monde. Bon, regarde, moi, ça me dérange pas, mais voilà, tu sais, c'est. Voilà, et bon, tu vois, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que tu es un peu marginal, il va falloir que tu te justifies vis-à-vis d'une norme, tu vois. Mais la norme, elle, par définition, n'a jamais à se justifier, tu vois, c'est la norme. C'est ça. Voilà, donc oui, on est pris là-dedans. Écoute ça, tu sais, un peu par expérience et un peu en croisant quand même beaucoup de familles et tout ça, je te dirais que ça dépend du niveau d'exaspération et de fatigue du jour. Là, il y a des gens, il y a des fois, tu sais, tu as juste envie, tu sais, d'avoir la discussion avec eux parce que tu sens qu'ils sont intéressés, que c'est pas, tu sais, il n'y a rien de méchant dans leurs questions, tu sais, ils sont curieux, etc. Pourquoi pas, tu vois. Et il y a des gens, tu sens qu'ils te jugent, tu vois, ça, puis tu as juste envie de les envoyer promener en 2 phrases. Bon, tu vois, ça dépend. On a tous été amenés à avoir 1 million de fois ce genre de discussion, tu vois, et ça dépend de ton niveau de fatigue du moment, je crois. C'est ça. Parfois, tu as envie de faire de la pédagogie, mais parfois non. Tu te dis tant Ouais. pis. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai des discussions quand on est court, tu vois. Par exemple, je me rappelle, comme mes enfants le temps sont dans des écoles alternatives, j'étais devant l'école, puis il y a une maman qui me dit, ah, elle est quand même bien cette école, parce que les gens qui ont des enfants dans l'école alternative, ils croient être des punks, tu vois, un peu. Alors, elle me dit, ah, elle est quand même bien les écoles, les enfants, ils choisissent ce qu'ils font. Bon, j'ai déjà parlé, tu vois, ils choisissent leur projet. Et alors, j'ai dit, en fait, ça dépend d'où on regarde, parce que nous, on vient de l'école à la maison, et pour nous, il y a vraiment beaucoup plus de contraintes, tu sais. Et là, la maman me dit, ouais, mais tu sais, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Je dis, ah ben si c'est ça le but de l'école, alors effectivement, l'objectif est rempli, quoi, tu vois, je veux dire. Et là, voilà, fin de la discussion, tu vois. Donc, ouais, je n'ai pas été très pédagogue, je n'ai pas été agressif, tu vois, mais simplement dire, voilà, je n'ai pas envie. Mais effectivement, tout de suite, tu sens que les gens, ils se braquent, ils essayent de te sortir l'argument massu, tu vois, qu'ils connaissent. Bon, voilà, quoi. C'est des croyances tenaces, hein, mais qui les font tenir aussi. Parce que cette croyance-là, que dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, elle est quand même assez terrible, finalement. Ah, mais elle est dramatique, parce que, tu sais, quand tu réveilles un enfant, donc en plein milieu de son cycle de sommeil, tu vois, pour aller à l'école, et tu dis, ah, je suis fatigué, je n'ai pas envie. Si la seule chose que tu as à lui répondre, c'est, mais tu crois que moi, ça me fait plaisir d'aller travailler? Tu vois, shit, waouh! Tu vois, l'enfant, il enregistre qu'il dit, mais ok, la vie, c'est le bagne, quoi. Tu vois, on s'emmerde tout le temps, quoi. Tu vois, C'est ça. moi, je fais une expérience qui était super intéressante il y a quelques semaines. Pour la première fois de ma vie, je pense, enfin, à part depuis quand j'étais à l'école, j'ai pris des vacances. Je ne suis jamais en vacances, vu que je ne travaille pas, si tu veux, je ne suis jamais en Ouais, c'est vacances. ça. En dehors de ces questions de travail ou de vacances. C'est Ce ça. qui fait que quand. C'était drôle d'être en vacances. Tu sais, ça faisait, alors, il y avait des trucs, il y avait des aspects super agréables, parce que c'est un endroit super beau et tout ça. Mais en fait, on s'est rendu compte que finalement, nos vies sont assez équilibrées. Et en fait, autant on apprécie d'être dans des endroits parce que c'est exotique, parce que c'est bien, qu'on boit des cocktails et c'est quand même cool. Mais autant, on n'a pas besoin de vacances, en fait. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de vacances. On avait besoin de découvrir, de voyager, de rencontrer, mais on n'était pas fatigué de nos vies, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On n'avait pas besoin de casser un rythme en particulier. On n'avait pas besoin... Et ça, c'est quand même super intéressant. À la fois, bon, comme je dis, c'était super agréable à vivre, mais en même temps de se dire, mais finalement, moi, ma vie me pèse pas, en fait. Tu vois, je suis pas... C'est ça. T'as pas le cafard du dimanche soir.
Non, j'ai pas besoin d'être en vacances en fait. Hmm. Puis moi, je suis un peu le rythme avec les enfants et tout ça, mais sinon, souvent, je sais même pas quel jour on est dans la journée, dans la semaine. Hein, Oui. tu sais, en anglais, il y a une expression qu'on appelle les wine moms. Tu vois ce que c'est ça? Non. C'est les mamans qui disent ah, aujourd'hui c'est vendredi, tu sais, pour dire qu'aujourd'hui je peux m'autoriser un petit verre de vin parce que c'est vendredi soir, etc. Ah, Et ok. ça, Ouais. tout est comme prévu, enfin voilà, et donc il y a quelque chose. Ce qui fait que nous, tu vois, même avec mes enfants qui sont maintenant à l'école, tu sais, écoute, tous les soirs, je leur demande, est-ce que vous voulez aller à l'école, est-ce que vous voulez pas y aller, est-ce que je vous réveille, vous avez un truc important à faire là-bas, préférez vous reposer, et ça. Donc le matin, je les réveille ou je les réveille pas, ils y vont pas. Il y a des fois, ils décident de pas y aller, tu vois, etc. Donc, et évidemment, je me fais un devoir de ne jamais dire j'appelle, parce que ça, je trouve cool que l'école appelle, parce que comme ils y vont tout seuls, tu vois, vérifier qu'il n'aurait rien arrivé sur la route. C'est des fois, ils y vont en vélo, tu Hmm. vois. Donc que Hmm. l'école appelle, ça, je trouve ça plutôt cool. Mais par contre, je leur dis, je me fais un devoir de ne jamais justifier pourquoi, pourquoi on n'y va pas, quoi. Tu Hmm. sais. Aujourd'hui, ils n'y vont pas. Voilà. Ah, c'est quoi le motif? Ben, on n'y va pas. Voilà. C'est Hmm. tout. Il y a, Ouais. quand je suis en forme, je leur dis, mais est-ce qu'un parent a-t-il besoin de motifs pour éduquer ses enfants? Donc, Hmm. voilà, donc, après, ils me lâchent un peu, mais tu vois, etc. Donc, je me fais vraiment un devoir de ne pas justifier ça. Donc si tu veux, c'est un autre rapport au temps, c'est un autre rapport à l'argent, c'est un autre rapport au travail, les notions de vacances, c'est autre chose, les notions de retraite, c'est autre chose, les notions voilà, de disponibilité, c'est autre chose. Enfin, donc, c'est une autre vie. Ce qui est assez terrible, bah, comme on l'a évoqué, c'est les nouvelles lois françaises là, Mhm. qui visent à nous, qui nous interdisent, hein, parce que bon, Ouais, c'est ça l'idée, en tout cas. Ouais. c'est soumis à autorisation, donc ça complique la vie de beaucoup de familles. D'où la piraterie. Tu Oui, sais, c'est moi, depuis le début, parce que ça fait longtemps, évidemment, tu vois, il y a 10 ans que j'ai fini mon doctorat sur ces sujets-là, tu vois, donc ça fait un petit bout que, tu vois, je m'intéresse à ces questions-là. mmh, Et, et la piraterie, l'image, je la trouve, je l'ai toujours trouvée juste, dans le sens où il y a effectivement cette idée d'aller faire une sorte de contre-société ailleurs, autrement, plus loin, etc. Donc effectivement, il y a cette histoire comment dire, de créer, tu vois, de nouveaux horizons. Mais il y a aussi le côté batailleur, tu vois, du pirate, tu vois, mmh, où mmh, l'oppression, elle vient d'un système et que quelque part, par certains égards, on est en lutte contre ce système. Et il ne s'agit pas de vouloir tout foutre par terre, ou etc. Mais en fait, on est quand même un peu attaqué. Et là, on est clairement attaqué, en fait. mmh, Donc, donc ça comprend toutes les ficelles de la piraterie, c'est-à-dire à la fois la clandestinité, à la fois la fuite, à la fois le combat, à la fois la surprise, à la fois mmh, voilà, tous les ressorts de la vitesse, la technique, la ruse, ouais, voilà, tout ce qui a toujours fait la piraterie pour s'en sortir, eh ben, on, il faut qu'on remette ça au goût du jour. mmh. Et évidemment, de toute façon, quand je dis le combat, c'est pacifique. Enfin, Combat tu vois, pacifique. Mmh, oui, oui, on n'est pas, je ne vais pas aller mettre le feu mmh. à des bureaux, ça, En résistance, mais on on, peut dire a, on est aussi. en résistance et puis on est surtout voilà, il faut arriver à montrer qu'on ne se laissera pas faire, quoi. Parce que tout simplement, si on va au bout de ça, ils vont se heurter à ce principe de base, c'est qu'ils ne pourront jamais faire une loi qui interdit à des parents d'éduquer leurs enfants, en fait. On ne peut pas t'interdire d'offrir un livre à ton enfant, on ne peut pas t'interdire d'amener ton enfant au musée, on ne peut pas t'interdire d'éduquer ton enfant, d'accord? Mmh, mmh, Voilà. Donc, à partir de là, tu vois, eux, ils ont commencé à marcher sur ce principe-là. Or, ce principe-là, il est intenable, même pour n'importe quel gouvernement. Donc, je comprends, je connais les lois en France telles qu'elles sont aujourd'hui, mais à l'arrivée, on aura toujours cette légitimité-là de dire, vous ne pouvez pas nous interdire d'éduquer nos enfants. Tu vois. mmh. Donc sinon,
parce que l'étape d'après, ce serait qu'il faudrait demander une autorisation avant d'avoir des enfants, en fait. Oui. Si on t'interdit de les éduquer. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, on n'est pas, pour l'instant, on n'est pas rendu à demander l'autorisation d'avoir des enfants. Donc voilà, je pense qu'on a quand même un levier, tu vois, éthico-légal, historique, qui nous permet quand même, tu sais, de nous battre. Et en plus, on a, tu sais, des conventions internationales des droits de l'enfant, des droits de l'homme, c'est en priorité le rôle des parents d'éduquer leurs enfants, etc. Donc on a quand même des choses, et à mon avis, l'histoire n'est pas finie. J'ai hâte, tu sais, pour faire une phrase de politique, j'ai hâte que la gauche se réapproprie les notions de liberté qu'ils ont complètement abandonnées. Voilà, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas un gars de gauche qui a prononcé le mot liberté. Tu vois. Donc voilà, j'ai hâte qu'ils se rendent compte que ça a été leur bannière pendant un siècle et qu'ils l'ont un peu trop abandonné. Voilà, donc on verra ce que ça donne. On a beau en parler, c'est en étant libre qu'on apprend à être libre, c'est en prenant des décisions qu'on apprend à prendre des décisions, c'est en prenant des initiatives qu'on apprend à prendre des initiatives, c'est en etc. Donc effectivement, la liberté, il ne s'agit pas de l'expliquer dans un cours obligatoire à l'école, il s'agit de la vivre quoi, à des moments, et d'en voir du coup les limites, et voilà comment elle fonctionne. Tu sais, je dirais un dernier mot avec ça, mais tu sais, quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, etc., dans toutes les écoles, on a, ou en tout cas du prof qui s'est fait décapiter en France, dans toutes les écoles, on a fait des cours obligatoires sur la liberté d'expression, etc., etc. Mais si on avait vraiment voulu aborder le sujet pleinement, il aurait fallu qu'on crée un Charlie Hebdo dans chaque école et que les enfants puissent être à la fois inventif, créatif, mais aussi ordurier, mais aussi grossier, mais aussi vulgaire, et de voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu as légalement le droit de dire, qu'est-ce que tu ne peux pas dire, qu'est-ce que tu peux dire légalement, mais qui fait trop de peine, et donc il y a aussi un devoir de fraternité, donc du coup tu ne le diras pas, etc., etc. Donc toute cette liberté d'expression-là, elle aurait dû être expérimentée dans les écoles, plutôt que d'avoir un cours obligatoire sur la liberté d'expression. Tu vois, et c'est vraiment tout ça qui fait la différence dans nos paradigmes éducatifs, en fait. Merci Thierry pour nous avoir partagé toutes tes réflexions sur le sujet, enfin une partie de tes réflexions. Ça pourrait effectivement prendre des heures à discuter, et puis c'est un plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Ben, merci Chloé pour cette invitation, c'était très agréable, et puis j'espère que, en tout cas, on aura pu lutter, faire comprendre à notre façon aux personnes qui s'intéressent à ces sujets-là, de voir un petit peu comment ça se dessine en dehors des clichés et des pris pour acquis. J'espère aussi. Merci beaucoup Thierry, à bientôt. Vous pouvez retrouver dès à présent les articles, publications, conférences et formations de Thierry Pardo sur son site internet uneeducationsansécole.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.